de passer encore le temps à saluer, mais il faut toujours saluer. Ce sont des formes républicaines. Je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont venues nous honorer, parce que je fais partie de la société civile. Et votre présence nous honore tous. Je voudrais vous saluer en vos rangs, qualité de grade. Merci d'être venus. On va aller au parcours. C'est vrai que j'ai 15 à 20 minutes. Vous savez, quand les enseignants pointent le micro, ça fait bien. C'est pour ça que je fais un PowerPoint pour qu'on gagne du temps. Merci beaucoup. Alors, voici le sujet tel qu'il nous est présenté. Mais comme on le fait souvent en académie, celui qui parle, il faut que les étudiants ou les apprenants ou bien ceux qui participent à l'atelier sachent très bien. Je fais rapidement. On va gagner du temps. Hein. Jean-Yves, donc, tac, 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 on n'a pas le temps. Voilà. Alors, je dis un mot, je me présente un peu, Jean-Yves doucement. Voilà. Oui, mais le tac, 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 il faut que j'ai encore dit un mot, et il est déjà parti. Voilà. Voilà. En fait, il y a quelques détails, c'est important. Pourquoi je fais ça? Bon, habituellement, je le fais. Partout, je fais les conférences, que ce soit ici, en Europe, aux États-Unis. Le conférencier, il faut qu'il se présente. Pour que ceux qui sont dans la salle sachent qui il est. On n'a pas l'occasion de se rencontrer comme ça, donc je profite de le faire. Je le fais aussi parce que beaucoup dans ce pays, en Afrique, mais pas dans le monde, ailleurs ils savent. Ils ont toujours considéré que les acteurs de la société civile, c'est des petits bandits, des gens qui ont échoué ailleurs, qui viennent de la société civile. Tout à l'heure, vous avez vu quand le maître des cérémonies a présenté M. Ibrahim, c'est quelqu'un qui est respectable. Il a été directeur du cabinet. Ça veut dire que, de la même manière qu'on nomme le ministre avec le décret présidentiel, on nomme le directeur de cabinet avec un décret présidentiel. C'est une personnalité. Je voulais qu'on le sache. Mesdames et messieurs, Dr Boga est enseignant-chercheur à l'université. J'ai eu mon baccalauréat ici. Et j'ai fait l'université de Bouaké. On est la première promotion. Et j'enseigne à l'université de Bouaké depuis 2005. Et je suis dans la société civile depuis 30 ans. Mais dans la société civile, j'ai eu le temps aussi, je me suis consacré à la partie qu'on appelle droit de l'homme. Donc j'ai eu le temps de me former. D'abord, je suis enseignant-chercheur en lettres. Mais un défenseur des droits de l'homme parce que je n'aime pas les injustices. Donc depuis 1994, étudiant, c'est pour ça que j'encourage beaucoup mes étudiants à s'intéresser à ces activités-là. Parce que si vous voulez faire seulement le cursus classique, j'ai fait mes études, j'ai fini, etc. Tu ne vas pas aller loin. Il faut t'ouvrir au monde. Il faut participer aux associations. En Afrique, en général, et en Côte d'Ivoire en particulier, il n'y a pas d'école où on apprend à être leader. Donc ce sont les associations qui nous apprennent à diriger. Il faut s'intéresser aux organisations. Vous voyez, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. J'étais étudiant en année de licence. Donc licence 3, comme on dit maintenant. Et puis j'ai commencé. J'ai fait la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. J'ai fait l'APDH. J'ai fait la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. J'ai été secrétaire exécutif avec un passeport diplomatique. Et puis j'ai créé finalement la FIDOM. En 2009, 1er avril. Et après, j'ai créé aussi Grade Afrique. Étant en exil, aux États-Unis, j'ai créé une autre organisation qu'on appelle Grade Afrique, groupe de réflexion et d'action pour la démocratie et les droits de l'homme en Afrique, basé dans l'état du Delaware. Parce qu'on ne sait jamais. En Afrique, on dissout facilement les organisations. Donc ça c'est déclaré là-bas, là, au moins tu peux parler depuis là-bas. Alors, je connais l'exil. Bon, ça on va parler là-dessus. J'ai fait un choix, j'assume mes postures. J'estime qu'il y a une crise grave qui a éclaté dans mon pays. Il y a eu tant de morts, il n'y a pas un seul responsable. Les deux camps sont responsables. Il eût été utile pour mon pays et pour l'Afrique de convoquer les deux camps. On a convoqué un seul camp. C'est pour ça que j'ai parlé et on m'a menacé de moi, j'ai été en exil. De temps en temps, il est bon de rappeler ces choses-là. Dieu merci, 10 ans après, je suis là parmi vous. Mais dans la société civile aussi, il faut se former. Quand on est membre de la société civile et que je m'intéresse à la question des enfants, il faut te former dans le domaine. Parce que dans ton cursus universitaire, tu n'as pas fait cette discipline. Donc quand tu veux travailler là-dedans, dans la société civile, il faut avoir des certificats. Pour que quand tu parles à la télé, quand tu parles à des gens, ils te respectent. Parce que tu sais de quoi tu parles. Donc moi qui suis en lettres, comme je m'intéresse à la question des droits de l'homme, j'ai dû me former pour avoir des certificats. De sorte que quand je parle avec un juriste, il me respecte parce que je connais la technicité de la chose. C'est ça qui fait la force d'un intellectuel. Donc voilà, j'ai fait un certain nombre de parcours. Et puis j'ai écrit 6 livres. En Europe, on a beaucoup plus de valeur. On nous considère beaucoup plus. Quand tu es dans la société civile, on t'ouvre les portes. Les sénateurs, les ministres, c'est ici là, on souffre. Parce qu'on ne nous considère pas. On pense qu'on a échoué.
J'ai écrit aussi les 6 livres. Maintenant, voici le sujet. Donc, quand je viens de dire ça, je pense qu'on se respecte encore plus. Alors, voici le sujet. Le sujet, je vais le présenter en 3 points, très rapidement. Premièrement, la société civile, on en parle tant. Qu'est-ce que nous représentons? Nous sommes qui dans la société? Deuxièmement, il y a des combats qui nous sont chers. Et c'est pour ces combats-là que nous nous battons. À la vérité, je m'arrête là pour dire, entre un parti politique et une organisation de la société civile, quelle est la différence? La différence, c'est que les deux sont des organisations privées. C'est librement que nous créons nos organisations. Mais c'est librement aussi que vous créez votre parti politique. La seule différence, c'est que le parti politique, lui, veut diriger le pays. La société civile, lui, veut surveiller les dirigeants. Il veut surveiller les droits des populations. Voici la seule différence. Et nous avons donc la même légitimité. Parce que quand ils sont partis politiques, ils considèrent que c'est le pays leur appartient. C'est nous qui voulons diriger. Vous allez vous faire voir ailleurs. Vous vous trompez. Parce que vous voulez nous diriger. Donc nous sommes là pour vous surveiller. Souffrez. Que nous vous critiquions. Alors, le premier point, rapidement, en introduction, je vais rendre hommage à tous les acteurs de la société civile. Parce que en Occident, la démocratie n'est pas unijambiste. C'est-à-dire que la démocratie ne repose pas seulement sur les partis politiques. La démocratie prend en compte aussi la société civile. C'est ensemble que nous faisons la société démocratique. Et donc, je veux rendre hommage à tous les acteurs. J'ai vu ici, elles sont là. Je vois des visages. 10 ans après mon désir, je les ai retrouvés, elles sont là. Des moments, des dames respectables, âgées, mais qui sont de la société civile. Parce qu'on a fait le pari de surveiller nos dirigeants qui gèrent notre argent. Vous gérez notre argent. Et puis c'est nous qui vous votons. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous contrôle? Moi je ne sais pas quoi. Tu parles un peu de prison. Tu parles un peu mais tu as mon argent que tu gères. Et puis c'est moi-même qui te donne le pouvoir. Parce que dans la démocratie là, le pouvoir c'est pas à toi. Le pouvoir appartient à tous les citoyens que nous représentons. Donc si vraiment les gens comprenaient la démocratie comme en Europe, on allait même nous respecter. Parce que nous aidons l'État à mieux diriger. Tous les grands chefs d'État en Europe, ils suivaient tous les débats qui se passent à la télévision et puis ils prennent note. Parce qu'il y a des bonnes propositions pour le pays. En Afrique, on prend note. Demain matin, on te dit, toi tu as trop parlé, il a dit quoi? C'est ça, que ça nous fait. Merci. Donc le premier point, rapidement, la légitimité. C'est quoi la société civile est fondée sur quoi? Et puis quelle est sa légitimité? D'abord, la société civile désigne un ensemble de personnes qui ont décidé de se coaliser, de se mettre ensemble pour défendre les intérêts de leur corporation, mais en général, c'est la société. Parce que la société civile, elle se distingue de la société politique. Dans la société politique, il n'y a même pas l'armée. Souvent, quand je vois des amis journalistes, quand ils nous critiquent, parfois même dans leurs papiers, mais on n'en parle pas. Mais les journalistes font partie de la société civile. Les organisations étudiantiles font partie de la société civile. Les associations d'églises, les mutuelles, c'est la société civile. Sauf que dans la société civile, qui est une grande fêtière, chacun a son rôle. Moi, je fais le droit de l'homme, il y en a qui font association des couturières, il y en a association des coiffeuses, etc. Mais tout ça, c'est la société civile. On est tous membres de la société civile, à part ceux qui sont dans les partis politiques de façon extrême, de façon définitive. D'accord? Et puis, dans la société civile, donc, ce qu'on appelle les organisations de défense des droits de l'homme ont un peu une mission de contre-pouvoir. Contre-pouvoir pourquoi? Parce que celui qui a le pouvoir, il a tendance à abuser du pouvoir. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est John Emmerich, un Anglais qui a écrit un très beau livre, qui dit que le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc il faut en face qu'il y ait des contre-pouvoirs. Et la société civile fait partie des contre-pouvoirs. Vous dites à Monsieur le Président, attendez, vous avez des balises. C'est pas parce que vous êtes président que vous devenez Dieu sur terre. Si l'Assemblée nationale ne fait pas son travail, si le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail, le peuple, lui, il est là à travers les ONG pour vous dire, attention Monsieur le Président, là vous exagérez. Monsieur le Président, là vous débordez. C'est ça. Et la société fonctionne bien comme ça. Alors, généralement, nous avons 4 missions. La première, on sensibilise, on forme, sensibiliser. Souvent, c'est nous qui apprenons les parents qui ne savent pas voter. La démocratie a connu, j'ai fait 30 ans dedans, hein. Donc parfois même savoir voter, on ne savait pas voter. Avant, on avait plusieurs bulletins. On a fini par avoir un bulletin unique pour voter. Donc il fallait expliquer à nos parents. Parfois, il faut cocher. Donc tout ça là, les bailleurs de fonds étrangers nous donnent les moyens. Parce que ça aussi, c'est un mal de la société civile. Je profite de le dire. La société civile n'a pas de financement.
les partis politiques ont un financement. Donc notre argent que nous cotisons là, on donne à des partis qui se font la guerre et qui paralysent le pays. Et puis nous, société civile, on passe pour parler de paix. Et nous, on n'a pas de financement. Quel est ce paradoxe? Donc notre combat aujourd'hui, depuis que je suis revenu d'exil, depuis que le Premier ministre Patrick Achi m'a fait participer au dialogue politique, c'est de dire aux dirigeants, notre argent qu'on prend et on distribue aux partis politiques là, nous demandons aussi qu'on finance toutes les organisations de la société civile. C'est notre argent. Et puis, je reviens là-dessus. Dénoncer, c'est la partie que les dirigeants n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on dénonce. Mais si vous gouvernez bien, nous on va faire des déclarations pour vous féliciter. Mais si vous gouvernez mal, souffrez qu'on vous rappelle à l'ordre. C'est notre rôle. C'est écrit dans nos statuts et règlements intérieurs. Mais dès qu'on fait ça, vous nous arrêtez. C'est pas sérieux. C'est pas très sérieux. Et puis on fait aussi des propositions. Si vous regardez la plupart des déclarations que nous produisons, il y a toujours les observations, les critiques et puis il y a des propositions. Donc à la vérité, nous participons à l'évolution. Il y a en 30 ans, la Côte d'Ivoire a évolué. Aujourd'hui, on a une 3e république. On a évolué. Et ce n'est pas seulement les politiques qui ont fait évoluer la société civile y a participé également. Maintenant, alors, que dit la Constitution à propos de la société civile? Jeunes gens, on a eu 3 constitutions, je rappelle un peu pour les jeunes. La première, 1960, 1er août, la deuxième, le 1er août 2000, et la troisième, le 16 novembre, le 8 novembre 2016. Dans la dernière, on a connu une avancée. Dans les précédentes, on n'avait jamais écrit société civile. Dans cette constitution, il y a un article 26 qui dit clairement la société civile est une des expressions de la démocratie. Moi, je n'étais même pas là. Hein. J'étais en exil. Il y a des pommes, je n'étais même pas trop d'accord avec le texte parce qu'il y a des petites parties qu'on ne souhaitait pas. Mais dès l'instant où le texte a été voté par des Ivoiriens, il s'impose à moi en tant que citoyen. Je suis républicain. Mais ce texte-là, la société civile est une des expressions de la démocratie. Ça veut dire quoi? La démocratie, ce n'est pas dire je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. La démocratie, c'est dire je ne suis pas d'accord quand je ne suis pas d'accord. Et la Constitution nous donne ce pouvoir. Personne, je dis bien personne, en dehors de cette Constitution-là, qui a été validée par le peuple dans son entièreté, personne dirige, quel que soit son titre, ne peut venir me museler, m'interdire de parler. Parce que la Constitution me donne le droit. La Constitution dit que la société civile là, participe aussi à la démocratie. Donc je dois parler. Et je parle. En plus, le président Ouattara a voté une loi magique. La loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme. Quand je suis arrivé d'exil, j'ai dit waouh, ça là seulement, c'était vraiment une avancée. Quand vous lisez cette loi-là, un défenseur des droits de l'homme, parce qu'un acteur de la société civile fait partie des défenseurs des droits de l'homme, on ne doit jamais l'arrêter, on ne doit jamais le poursuivre, on ne doit jamais le mettre en prison tant qu'il travaille en l'exercice de ses activités. C'est-à-dire que quand je suis à la télévision et que je suis représentant de la FIDA, je salue au passage le président par intérim qui est là, et que je fais mes critiques, on ne doit jamais m'interpeller, jamais m'arrêter. C'est écrit, c'est pas moi, je n'étais même pas là. Mais malgré cela, hier encore, on a arrêté un activiste. Hier. Avant-hier. Et quand tu parles, on dit non, tu critiques, mais on est dans un état de droit, on a un président de la République, on a une constitution. Pourquoi des gens vont être encagoulés pour aller chez toi pour t'enlever? L'enlèvement là, ça fait Gestapo, non? Ça fait un peu bizarre. Dans un état de droit, vous signifie, docteur Boga, le procureur. Moi, quand je suis arrivé là, je ne savais pas, j'ai fait 2 semaines, mon téléphone a sonné. Je prends, c'est monsieur le préfet de police. Docteur Boga, j'ai un pli pour vous de la part du procureur. Il dit, mais vous avez mon numéro comment? On dit, c'est la République là. Voilà. Et on m'a convoqué. Et j'ai appelé mon avocat, je suis parti. On m'a respecté. Mais quand on envoie des encagoulés, et si on fait ça pour plusieurs, regardez l'image que ça envoie à l'extérieur. Ah, le pays est trop surveillé. Ah, le pays devient dictateur. On ne parle pas dans le pays, c'est pas bon. Donc, vous voyez, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans une polémique. Je viens pour parler, pour former, pour conscientiser. C'est pour ça, parce que je ne vais pas mettre mal à l'aise M. Ibrahim qui m'a dit, oh, il a laissé Ibrahim, il a tout gâté. Non, je ne gâte pas, je suis en train de construire. S'il vous plaît, je construis. Voilà. Donc, voilà un peu.
Tout à l'heure, quand il parlait de la Constitution, c'est pourquoi j'ai insisté, c'est à cause de cela. On a un petit sujet et le président Ibrahim, qui a 37 organisations, doit vraiment s'intéresser à la question. Le président de la République, peut-être qu'il voulait bien faire. Peut-être ses conseillers lui ont dit, vraiment il y a les élections, il faut prendre une ordonnance pour que la société civile ne se mélange pas avec les partis politiques. Et donc le président, qui n'est pas forcément juriste, c'est un grand économiste, le monde entier le sait, donc il a des conseillers. Et ils ont conseillé au président, il a fait cette loi. Une ordonnance, le 12 juin. Regardez l'article 1er de l'ordonnance, qui montre clairement les objectifs visés par le pouvoir. Au sens de la présente ordonnance-là, c'est la façon dont moi je comprends là, ça c'est le président qui parle. En politique, ça veut dire la situation d'une organisation de la société civile qui n'a de lien avec aucun parti politique et ou groupement politique et qui n'a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir. Lui, il dit c'est comme ça, lui il comprend. Alors que nous, dans nos statuts et règlements intérieurs, on dit que nous sommes des organisations apolitiques. Chez nous, ça veut dire on ne brille pas la magistrature suprême, mais on se donne le droit de nous prononcer sur tout sujet du pays, y compris les sujets politiques qui peuvent entraver la paix sociale. Merci. C'est ça que nous voulons dire. Apolitique, ça ne veut pas dire qu'il faut t'éteindre quand les politiciens sont en train d'envoyer le pays dans le mur. Jamais je pense que ça veut dire. Apolitique, allez-y en France, allez-y aux États-Unis. Vous n'avez pas vu les gilets jaunes? Vous n'avez pas la CGT qui est un grand syndicat? Les syndicats se prononcent sur la vie politique de ceux qui veulent nous diriger. Or, quand le président a pris cette ordonnance, ils ont commencé à nous guetter. Si tu fais une coalition avec des partis politiques, on va t'appeler. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est pas bon pour un état de droit. Aujourd'hui, je ne fais pas de polémique, je forme simplement. Donc, il bref, bien tranquille. Attends, mais reviens. Parce qu'il y a un détail que je veux montrer à mes parents et aux autorités qui sont là. Je suis enseignant de lettres à la base, avant d'être technicien des droits de l'homme. Ordonnance, mot de même nature, ordonne. Un autre encore, de même famille, ordre. Le président nous donne des ordres. Or, dans une république, ce qui est très intéressant, c'est la loi. Parce que la loi, c'est ce que le peuple a voté à travers les députés. Donc, la loi a plus de force que ce que dit le président. Parce que le président a ordonné, c'est sa compréhension à lui. Mais le président, c'est un humain, il peut se tromper. Mais la loi, c'est le peuple lui-même qui a voté. Donc, moi-même, société civile, quand la loi tombe, je suis obligé, même si je ne suis pas d'accord, de me plier au respectif. Mais l'ordonnance, je conteste l'ordonnance. Je ne suis pas d'accord. Je crois qu'ils ont induit le président Ouattara en erreur. On peut évoluer. Et je m'en vais terminer sur ce premier point. Chez nous, la société civile, on aime beaucoup cette citation de Voltaire qui a été accordée à Voltaire. La démocratie, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Le pouvoir n'aime pas toujours entendre ce que nous disons, mais le pouvoir doit tout faire pour que nous puissions parler, parce que nous sommes en démocratie. Au deuxième point. Alors, le deuxième point, voici les combats de la société civile. Je suis en train de vous parler, les élections font partie de ces combats. Premier élément. La société civile lutte pour qu'il y ait un vrai état de droit. Parce que normalement, si le pays fonctionne bien, on n'allait même pas avoir une société civile forte. Mais allez-y au Mali, mais allez-y au Sénégal, mais allez-y au Burkina. Voici des pays, même le Sénégal aussi. Voici des pays où la société civile est très en avance. Les Occidentaux respectent la société civile. Pour savoir comment va notre pays là, c'est la société civile là qu'on convoque. Donc il faut vraiment respecter la société civile pour qu'elle puisse parler, elle puisse dire du bien de son pays. L'état de droit. Alors, premièrement, voilà ce que je disais tantôt. Vous connaissez cette dame qui certainement aurait pu être là, puis chez les Bailly. Combien de fois n'a-t-elle pas été arrêtée? Moi-même, je suis arrivé. On m'a placé sous contrôle judiciaire. Je viens d'arriver de Paris il y a une semaine, mais chaque fois que je dois sortir, j'ai pris au juge. J'ai fait quoi? Non, j'ai critiqué. Bon, moi, j'ai critiqué. Or, il y a des gens qui ont pris les armes. Donc, vous voyez, quand vous faites ça, ça nous fait peur et en même temps, ça nous révolte. Et même les partis politiques. Le gouvernement est allé prendre un vieil article, l'article 185, qui était dans le code pénal. L'article 185 là, ils l'ont modifié.
On dit désormais, si on a arrêté Boga, Ebren n'a plus le droit de dire Boga, je te soutiens. Tu dis ça aussi, on te met dedans. Or, la justice elle-même là, elle-même elle sait qu'elle n'est pas juste au sens divin du terme. Donc la justice, quand elle a rendu une décision en première instance, elle te donne le droit de faire appel. Deuxième instance. Même quand tu n'es pas encore content, va en cassation. La justice elle-même elle se remet en cause. Elle n'est pas Dieu sur terre. Mais dans mon pays, on dit non. Quand le monsieur est condamné, tais-toi. Et puis avance. Tout ça, je vous fais voir des choses qui préoccupent. Souvent, quand vous ne nous entendez pas, vous pensez que nous sommes là pour critiquer, on n'aime pas Ouattara. J'ai critiqué le président Laurent Gbagbo. Ils sont dans la salle ici, vous pouvez la témoin. Je l'ai critiqué ici. Avant que je n'aille le défendre. Parce que j'ai trouvé que la communauté internationale n'a pas été juste. Et on est revenu encore, je le critique. Parce que c'est un leader que je dois critiquer. Merci. Et puis, à côté des questions qui sont un peu polémiques ou politiques, il y a la question sociale. Allons-y un peu rapidement, je vais finir. La gestion de la vie. Ah, je suis heureux ce matin de savoir que le ministère du Commerce, ma voisine directe, elle veut bien être responsable. Mais par sa présence, nous sommes d'accord que l'État est conscient qu'il y a un certain problème. Donc il faut chercher à le résoudre. On a nommé. Mais le fait de l'avoir nommé là, ça ne veut pas dire que moi, société civile, je ne dois plus parler de ça. Avant-hier, il y a des jeunes qui ont fait, ils ont fait une marche pour la cherté de la vie. À toi, je vous parle, on a arrêté, on a mis comme ça. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Vous créez des ministères pour résoudre les problèmes. Mais nous sommes société civile. On a le droit de vous interpeller, que vous preniez. Regardez une marche là. Depuis que nous, on a été étudiants, le préfet est arrêté là-bas, ou bien le représentant du gouvernement là-bas. On vous encadre, vous marchez, arrivez là-bas, vous donnez votre motion, et puis le gouvernement prend. Ce qui est bon dedans là, il exécute. On ne veut pas marcher, c'est interdit. Après la cherté de la vie, il y a la question de la corruption et les détournements. Je ne suis pas venu ici pour critiquer, je suis venu vous dire ce que nous faisons au quotidien. Et puis on nous tire dessus. La question de la corruption, regardez, mon ami, le président Epiphane Zorobi, qui est un acteur de la société civile, hein, fondateur de l'ONG MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains. J'en ai parlé dans un de mes livres. C'est mon ami. On se retrouvait chez lui à Conefla. J'avais accompagné le professeur Baloubi et on se retrouvait là-bas. Lui, il revenait de 10 ans d'exil. Non, lui, il est revenu de 10 ans d'exil. Il est devenu ministre et moi, maintenant, je venais d'arriver. Parce que lui aussi, comme c'est lui qui avait signé le certificat de nationalité du président Ouattara, il a subi un peu tout ça. La société civile est libre. Elle ne veut pas se voir contrôlée par les politiques. Elle, dans son entendement, ce qui est juste, c'est ce qu'elle fait. Il dit, je suis magistrat, on m'a envoyé les pièces, au regard des pièces, M. Ouattara, voici mon certificat de nationalité. Il a eu tous les problèmes ici. Or, lui, il a regardé les pièces qu'on lui a envoyées. Bref. Donc, si vous êtes d'accord, quand vous avez créé un ministère de la promotion, bon, maintenant il n'existe plus, on dirait, de la promotion, de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, c'est que vous êtes d'accord qu'il y a la corruption. Mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette corruption? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai vu ici, comment on appelle, coronavirus. La République s'est soulevée. La corruption, là, on fait quoi avec? Allez-y au bord de la route. Tout de suite, vous allez voir un exemple de corruption. Allez-y à l'hôpital, aux urgences, vous allez voir un exemple de corruption. Mon gouvernement ne fait pas assez. Et pourtant, l'argent qu'on dépense de la corruption, là, ça peut créer des écoles, ça peut créer des emplois. Et les détournements, c'est encore plus grave. Chaque jour, on nous révèle un détournement. Je vois que le chef de l'État souffre. Oh, il souffre beaucoup. Même les BP, avant la CAN, il y a eu des détournements. Mais quand on finit de déplacer les gens, mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent qu'ils ont volé? Parce que c'est mon argent aussi. C'est notre argent aussi. Au fait, là-bas, on dit il y a eu 100 milliards. On dit. Dans une république, tant que vous ne résolvez pas les problèmes, on accumule et on dit. Regardez le dernier journal d'hier. Merci. Le journal d'hier. Mal gouvernance. C'est gros scandale financier sous Ouattara. Aucune poursuite judiciaire, aucun procès, aucun présumé coupable. C'est sorti hier, ce journal-là. Ça veut dire que la question, elle est pendante. Merci, je m'en vais finir. Ah, il y a aussi la question de la redistribution des richesses. Oui, le gros problème dans mon pays, c'est qu'en général, et ça c'est un constat, les hommes politiques, ils se taillent la part du lion, et les travailleurs, les fonctionnaires, ils souffrent. D'accord?
C'est bon, il reste combien de minutes? Une ou deux? 5 minutes. Non, je suis, il n'y a pas de problème. Et sur la question, les richesses du pays ne sont pas bien redistribuées. Le médecin n'est pas payé au rang qu'il mérite pour qu'on voit un peu sa grandeur. Si bien que de l'hôpital public, il est dans les cliniques privées. L'enseignant-chercheur n'est pas suffisamment bien payé quand on regarde les revenus du pays. Il est obligé d'aller, en plus de ses cours à l'université, dans le privé, etc., etc. Donc, par contre, quand on est dans les partis politiques, et qu'on arrive au gouvernement, on a la manne. Donc, il y a une redistribution injuste. En France, là, les hauts cadres, les fonctionnaires, les grands, les professeurs d'université, ils ne rêvent même pas d'aller devenir ministres. Parce que leur statut, la façon dont ils sont traités, c'est déjà suffisant. Mais ici en Afrique et en Côte d'Ivoire, parce que tout le monde veut devenir politicien, tout le monde veut aller au gouvernement. Parce que c'est là-bas où on vole facilement et on se fait des châteaux, des immeubles facilement. Donc voilà, santé, école et tout ça. Merci pour le dernier point et j'ai fini. Ça va prendre 2 minutes. Les défis à relever pour que l'élection présidentielle qui arrive là, vraiment, nous fasse tout. Premier défi à relever. Bon, la plupart de ces défis-là ont été abordés dans le dialogue politique. On a eu un dialogue politique récemment. On en a parlé, mais est-ce qu'on a tenu compte de cela? Non, pas suffisamment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous peur de l'élection qui arrive. Notamment, merci, voici le dialogue politique. Revenez un peu, voilà, j'y étais. J'étais à quelque part ici, mais voici quelque part ici. À côté de ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de photocopie. Voilà. Ok? Maintenant, les amis, l'élection qui arrive là, est-ce qu'elle était inclusive, ça fait quoi? Inclusive, ça veut dire si tout le monde se présentait là, c'est pas mieux que de nous laisser dans un climat où certains sont bloqués, et puis le président va renfiler, et puis les autres, ils sont là. Ça fait peur, évidemment ça fait peur. Le premier, par exemple, le président lui-même. Bon, moi je ne vais pas polémiquer parce que je suis déjà sous contrôle judiciaire à cause du 3e mandat. Donc je ne vais pas ajouter encore un autre contrôle judiciaire. Donc je parle. Mais je sais que ça va être le 2e mandat de la 3e République. Bon, maintenant mon enfant qui est encore au CP1, bon je n'ai pas d'enfant au CP1, mais quand il ne sait pas compter, il dit ça fait 1, 2, 3, puis ça fait 4. Est-ce qu'il va se présenter encore ou pas? Ça reste dans le débat. Moi, quand je sors d'ici, en dehors de la salle de M. Brun, je peux donner ma position. Mais pour le moment là, je ne donne pas de position. M. Babo aussi dit qu'il est candidat. Il est venu, il est condamné à 20 ans, son parti réuni. Il dit c'est toi qui es notre champion. Les frères, c'est pas dans le débat, on s'en va. Quelqu'un qui est condamné à 20 ans, il dit qu'il est candidat. Déjà. Et donc la réflexion, c'est de dire, si le président Ouattara accepte les propositions de ses partisans pour faire un quatrième, est-ce qu'on sera tranquille alors que Gbagbo a été bloqué? Alors que si on débloquait tout le monde, est-ce que c'est pas mieux? Moi je réfléchis, mais je réfléchis pour la paix de mon pays. Je réfléchis pour la paix de mon pays. Quand vous êtes en poste, vous pensez que vous n'allez jamais quitter. J'ai vu des hauts cadres de mon pays, des richissimes qui sont devenus des bébés dans la crise de 2010. Il faut que cela nous serve au moins de leçon. L'humilité, ça vous sert à quoi? De courir après des milliards, des choses que vous allez laisser. Demain, consolidez-nous ce pays. On va aller loin. Et le 3e, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Ils sont tous condamnés et tout ça. Charles Blé Goudé est arrivé. Madame Simone a été amnistiée, Gbagbo gracié. Qui d'autre on a appelé le général Gbagbo Blé gracié, parce que c'était les 4 que la CPI avait demandé. Blé Goudé n'est ni gracié, ni amnistié, et puis il est là. Et puis, bon, comme lui, il se lance dans une logique de paix, on ne le calcule même pas. Vous savez, au détruit, il faut juste 2 ou 3 personnes peuvent mélanger un pays. Faisons très attention. Et le dernier, qui connaît la position? Il est où? Moi-même, c'est ça qui apporte l'argent. Merci. Et puis, l'autre préoccupation, dans mon pays, on a un problème avec la liste électorale. Moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes qui discutent de la liste électorale, qui doutent de la liste électorale. Mais faisons un audit. Pourquoi il y en a qui ne veulent pas qu'on fasse un audit? Si on ne veut pas qu'on fasse un audit, on a des problèmes. On a des problèmes. Et puis, enfin, merci beaucoup, cher ami. La conclusion. Mesdames et messieurs, si j'ai parlé ici, vraiment, je suis désolé, je ne suis pas venu pour invectiver, je suis venu pour interpeller, pour dire qu'en 30 ans, c'est ce que nous faisons. Nous voulons le bien-être. Nous tous, on ne veut pas être président de la République. Nous tous, on ne veut pas être ministre. Nous tous, on ne veut pas être député. Mais nous tous,
on a le droit de vivre bien dans notre propre pays. Et je dis,